Donc merci à tous d'avoir choisi cet atelier. J'espère que vous en serez tous ravis en sortant. Nous sommes donc réunis pour parler Web 2.0. Certains ici sont déjà dedans. D'autres se posent pas mal de questions. Peut-être en sommes-nous aux prémices, mais je crois que nous baignons déjà dedans. C'est la révolution de la relation médecin-patient. Qui n'a pas déjà vu un patient arriver en consultation et dire « J'ai regardé un peu sur Google les symptômes qu'il a, ça peut être grave ». Ou encore « Oh docteur, cet examen, j'ai vu sur Internet, il n'est pas fantastique ». Les sites de patients et de partage entre patients, les blogs médicaux, Twitter, ici présent, cela prend de plus en plus de place. Pour discuter de tout cela, nous avons réuni des intervenants de grande qualité. Ils vont nous suivre en même temps. Le docteur Dominique Dupagne, vous pouvez finalement être présent. Il est médecin généraliste à Paris, grand spécialiste du Web 2.0, fondateur d'Atoute.org. Il a néanmoins pu nous enregistrer une vidéo qui, j'espère, posera les bases de cette discussion. Ensuite, le docteur Philippe Veillard, qui est ici physiquement présent, médecin, grand spécialiste également et grand témoin du Web 2.0, qui écrit beaucoup, notamment dans la revue du praticien de médecine générale que nous connaissons bien. Le docteur Xavier Lemercier, le régional de l'État, que nous connaissons bien, chef de clinique de médecine générale, utilisateur du Web 2.0, il nous dira ce que ça modifie dans sa pratique. Et enfin, un peu partout, sur Twitter, Jadot et d'autres seront avec nous. Nous tweeterons en live, ils réagiront, nous discuterons entre eux, on ne sait pas, c'est les merveilles du Web 2.0. Je vous invite donc tout de suite à suivre une introduction suite aux questions que nous avons posées au docteur Dominique Dupagne. Eh bien, je suis un médecin généraliste de 54 ans, installé depuis 25 ans à Paris. Je travaille seul, dans un cabinet isolé. Je fais de l'enseignement depuis longtemps, j'ai fait beaucoup de FMC. Je travaille aussi comme consultant aux éditions du Vidal depuis une vingtaine d'années, où j'avais fait la version grand public initialement du dictionnaire des médicaments. J'ai écrit un livre qui s'appelle La revanche du rameur. Enfin, j'ai tendance à me disperser un petit peu, mais c'est ce qui m'enrichit et ce qui me fait avancer dans la vie. Alors c'est pas tant le web dans la médecine générale que le web dans la médecine. J'ai découvert Internet en 96 quand il est arrivé en France et qu'on a pu disposer de connexions qui d'ailleurs à l'époque étaient très lentes, et il m'a semblé d'emblée que ça pouvait être un outil absolument fantastique pour échanger, et les premières personnes avec lesquelles j'ai échangé ce sont des patients finalement dans l'ancêtre des forums de discussion qui s'appelait Usenet, une sorte de forum particulier dans lequel il y avait quelques médecins pionniers. Ça avait été créé par un médecin urgentiste qui s'appelle Frédéric Senis et dans lequel se trouvaient quelques gynécologues, cancérologues. On était une petite poignée de médecins et surtout beaucoup de patients qui découvraient ce nouveau média. Ça a été très enrichissant et j'ai vraiment découvert plein de choses tout à fait étonnantes, des questions que se posaient les patients et qui ne posaient pas forcément en consultation. Et puis j'ai découvert que par l'échange, par cette espèce de groupe de pairs, en tout cas pour ce qui était de mes confrères, et on apprenait énormément de choses finalement, et puis sans avoir besoin de se réunir physiquement, tranquillement chez soi. Moi je suis un petit dormeur, 5 heures par nuit me suffisent, et le matin, eh bien écoutez, je discutais, pas en direct, hein, c'était à l'époque un peu décalé avec des questions-réponses, mais c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Il m'avait semblé à l'époque que ça pourrait être un outil absolument fabuleux pour l'enseignement. Écoutez, en fait, c'est apparu surtout quand j'ai créé mon site atoute.org, qui était un site de forum, un site d'échange. Je trouvais que le réseau Usenet, dont je vous parlais tout à l'heure, était un peu trop sauvage, n'était pas modéré, il y avait ce qu'on appelle des trolls, des agitateurs, enfin, on ne pouvait pas discuter sereinement, et donc j'ai créé cet espace de dialogue.
Et en discutant avec les patients, j'ai appris de plus en plus de choses. C'est-à-dire que d'une part, moi en faisant des recherches pour répondre à leurs questions, eh ben, je découvrais des choses que je ne connaissais pas du tout. Et eux, en m'apportant l'information, en se mettant d'égal à égal avec moi, parce que là on était sur un forum internet et non pas dans un cabinet avec une relation dominant-dominé, je dirais, mais en tout cas, pas dans on était dans une relation de quasi-égalité sur internet. J'ai appris énormément de choses et plus ça allait, plus je découvrais que collectivement, il y a une intelligence, que les gens en échangeant de l'information créent des bases de connaissances, que ce n'est pas uniquement un empilement de données, un empilement de témoignages, qui se crée une véritable base de connaissances médicales ou en tout cas sanitaires avec les patients. Des limites, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est-à-dire les limites de son usage peut-être. En fait, on peut tout faire avec du Web 2.0, on peut faire le pire et le meilleur, mais on fait quand même fondamentalement le meilleur. Il y a une image du Web 2.0 qui correspond à celle des gens qui n'y s'y sont jamais plongés. Je prends parfois la comparaison de la Chine, si on n'a pas vécu en Chine, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs. On ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe en Chine parce que c'est trop loin de nous, c'est trop compliqué. Eh bien, le Web 2.0, c'est pareil. Si on n'a pas été immergé dedans, si on n'a pas échangé, on ne se rend pas bien compte et une lecture superficielle de ces espaces d'échange donne une impression de légèreté ou de n'importe quoi qui est fausse. Je dis régulièrement qu'il est plus facile de manipuler un congrès de médecins qu'un forum de patients. Les forums de patients sont des choses très très riches sur lesquelles on apprend. La réaction du médecin malade qui découvre un forum de patients et qui cette fois-ci rentre dans le forum pour y trouver l'information pour lui et pour sa maladie est toujours la même. Waouh, c'est extraordinaire, je ne connaissais rien à cette maladie. C'est en allant discuter avec des patients que j'ai vraiment compris de quoi il s'agissait. Donc les limites, quand il est bien utilisé, sont infinies. Alors, c'est quoi le problème? Bon, bien sûr, les hypochondriaques devraient être interdits d'Internet, un peu comme les joueurs se font interdire de casino, parce que pour eux, il y a de quoi bien sûr nourrir toutes leurs angoisses. Bien sûr, il y a une surpondération des cas graves, c'est-à-dire que les gens qui viennent communiquer sont des gens qui sont particulièrement ennuyés par leur maladie, et non pas ceux qui ont des formes bénignes. Mais en dehors de ça, les patients qui se renseignent sur tel examen qu'ils vont passer, sur telle maladie, qui ont la chance de pouvoir en discuter avec un médecin qui ne va pas prendre la mouche tout de suite quand on lui sort des réflexions pêchées sur Internet, le patient va très certainement, très globalement, être mieux soigné, mieux prendre en charge sa maladie, mieux détecter les problèmes potentiels, voir des chances potentielles. Par exemple, un patient qui avait des vertiges de Ménière avait trouvé sur Internet l'information selon laquelle on pouvait détruire son oreille interne avec de la gentaline injectée directement dans l'oreille interne. J'avais été voir avec lui, ça paraissait très intéressant et on a trouvé un spécialiste français qui maîtrisait cette technique à qui je l'ai adressé et il s'est donc fait neutraliser son oreille interne du côté qui le gênait vraiment beaucoup et il s'en porte beaucoup mieux. C'est un exemple parmi d'autres, mais on devient mutuellement plus savant avec Internet. Et puis il y a le problème de cette médecine 2.0. Alors la médecine 2.0, c'est quoi? C'est l'alliance de la médecine et du web 2.0. C'est quelque chose qui effondre les barrières de l'expertise, du savoir, du pouvoir. Et c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire que les patients entre eux peuvent élaborer une vraie connaissance globale et devenir, non pas savants, mais en tout cas connaître parfaitement leur maladie et être capable d'informer les autres patients et parfois d'apprendre beaucoup de choses aux médecins. Mais c'est vrai aussi pour la médecine générale, c'est-à-dire que nous, en tant que médecins généralistes, avant, qu'est-ce qu'on faisait? On découpait les articles, on avait des dossiers dans nos bibliothèques, on espérait que le jour où on aurait besoin de se souvenir de quel marqueur il fallait faire le dosage dans telle maladie, ou quel était le traitement spécifique de telle maladie, on retrouvait l'article, ou alors il fallait avoir l'encyclopédie médico-chirurgicale. Maintenant, un petit coup de Google par-ci en cabinet et on devient extrêmement savant. Alors on n'a pas l'expérience de nos confrères spécialistes, de même que nos patients n'ont pas la vision globale des maladies, mais dans un domaine précis, on peut tout à fait arriver à avoir une connaissance absolument pertinente face à un problème. On n'est plus décontenancé face aux patients qui nous énoncent un nom de maladie rare dont on n'a quasiment jamais entendu parler. Le champ de notre savoir s'étend. Et puis parfois, dans des situations un peu polémiques, je pense par exemple à la vaccination contre la grippe pandémique, et dont on découvre que des médecins généralistes qui discutent entre eux dans les listes de discussion, comme MG-List, MG-Clinique, enfin les différentes listes de discussion sur lesquelles les médecins généralistes peuvent échanger, et bien l'expérience a montré qu'en 2009, ça nous avait permis de développer une connaissance plutôt bonne, et dont on n'a pas à rougir a posteriori, sur la pandémie grippale, l'intérêt du vaccin et ses inconvénients potentiels,
et qui nous avait permis d'informer le public plutôt mieux que ne l'avaient fait les agences gouvernementales et plutôt mieux que ne l'avaient fait les ligues antivaccinales. Je serais tenté de dire aucune. La seule compétence qu'il faut, c'est savoir écouter et savoir écrire. Je reconnais que savoir se servir d'un clavier et taper sans trop d'efforts, c'est quand même plus agréable pour échanger, ça c'est sûr. Mais en dehors de cet aspect-là, il faut juste aimer communiquer, il faut savoir descendre de son piédestal vis-à-vis des patients, il faut savoir échanger avec ses confrères et éventuellement créer des groupes de réflexion face au contraire à des échelons supérieurs de la connaissance, à des experts, à des agences, si on pense que le message qu'ils nous délivrent n'est pas forcément licite. Il y a vraiment besoin de très peu de moyens et de compétences pour accéder à cette nouvelle forme de circulation de l'information. Certainement, mais certainement. Alors ça a été d'ailleurs prouvé de façon scientifique, puisque Google avait créé des algorithmes pour suivre l'épidémie de grippe H1N1, et qu'à partir des simples mots recherchés dans le moteur, il est parvenu à nous faire une prédiction de l'intensité de l'épidémie qui s'est révélée plus précise, plus précoce que celle des GROG qui étaient fondés sur le déclaratif. C'est-à-dire qu'en analysant juste des signaux à partir du comportement des internautes, Google a permis de détecter de façon très précise l'évolution de la pandémie grippale et d'ailleurs des épidémies de grippe en général. C'est sur Google Flu Trends, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. À côté de ça, je développerai plus loin que le web, j'irai jusqu'à ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire l'analyse concomitante d'un grand nombre de données. Personnellement, je fonde de grands espoirs dans l'analyse des données de l'assurance maladie, des bases de données de l'assurance maladie. Elles sont malheureusement très peu accessibles et vraiment il y a une difficulté à accéder de façon simple et transparente à ces données anonymisées pour faire de la recherche. Mais je crois que la recherche va se déplacer à la fois vers les signaux émis par le web, donc l'exemple de l'épidémie, des épidémies, et des signaux présents de façon diffuse dans les bases de données gigantesques, et avec les outils pertinents pour analyser ces données, on va faire des découvertes tout à fait passionnantes quand on aura résolu ces problèmes d'accès qui bloquent la recherche, et je pense que la recherche en médecine générale pourrait être en pointe sur ce sujet. Laisser à la recherche académique traditionnelle les structures lourdes, les procédures les protocoles complexes et coûteux, et s'intéresser aux nouveaux outils d'analyse de données dont il peut sortir des choses tout à fait extraordinaires. Donc là, c'est autant le Web 2.0 que le Big Data. Dans l'ensemble, tous ces outils enrichissent considérablement notre métier. Il y a bien sûr la difficulté que pour 23 € la consultation, on ne peut pas non plus disséquer tout ce que le patient ramène du web. Ça, c'est un vrai problème qu'il faudra vraiment prendre en compte de la part des pouvoirs publics. Mais ce qui va vraiment changer, c'est que ça va redonner toute sa place à la médecine générale. C'est-à-dire que le médecin généraliste ne sera pas celui qui sait peu de choses et qui est tout le temps forcé de s'appuyer sur des spécialistes dès que les choses deviennent un peu compliquées. C'est quelqu'un qui va pouvoir, grâce à la gestion d'une très grande base de connaissances accessible en temps réel, étendre en permanence son expertise, bien sûr continuer à collaborer avec des spécialistes, mais pouvoir vraiment développer sa propre connaissance, exactement comme le font le patient, exactement comme le fait tout le monde sur le web. C'est un outil qui est en train de révolutionner notre façon de penser et notre façon d'agir. Merci pour lui. Sachez que tout est enregistré, un peu partout, et qu'il aura le compte rendu vidéo de cet atelier. Gros saluant. Probablement que cette intervention fait émerger quelques questions. Certains veulent peut-être réagir, ou alors on va laisser Monsieur Éveillard. Question. Alors, est-ce qu'on a un micro ? Je laisserai les spécialistes répondre. Pardon. Bonjour. Je vais juste faire juste une réaction à ce que vient de dire Dominique. Je connais bien, puisqu'on avait travaillé un petit peu ensemble à Paris, et on avait fait à Paris quelque chose avec Denise Eclair, qui s'occupe des NTIC. Ce qu'il dit, effectivement, est très intéressant, parce qu'on s'est aperçu que, en ce qui concerne Internet,
tous les domaines de santé, tout réuni, tout questionnement vis-à-vis de la santé représente plus de 50% des consultations de la part de nous tous, des patients, vis-à-vis d'Internet. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est le développement de l'intelligence collective, et on s'aperçoit qu'effectivement, c'est un peu comme la loi des grands nombres. Plus on fait fonctionner l'intelligence collective, et plus on va vers, peut-être pas la vérité, parce que ce serait un bien grand mot, mais vers quelque chose qui peut ressembler à une donnée consensuelle. Et puis, troisièmement, on s'est aperçu, il y a eu des enquêtes qui ont été faites, que l'utilisation d'Internet, et malgré le fait que ça fait peur à certains de nos collègues, et notamment les plus âgés, de la part des patients, augmente la confiance qu'ont les patients vis-à-vis du médecin généraliste de plus de 10%. Donc c'est un outil effectivement formidable. Mais je vais laisser la parole au docteur Ébrard, qui en connaît beaucoup plus que moi. Dans le domaine de la médecine et de l'Internet, j'en connais pas beaucoup plus que vous. Pour une raison simple, c'est que ça fait une quinzaine d'années que je n'ai pas pratiqué. Donc je pratique plutôt... Donc je pratique plutôt l'Internet que la médecine, même si effectivement les rapports que j'ai avec Dominique Dupagne, pratiquement quotidiens au niveau de MG Clinique ou au niveau de Atout ou avec Twitter, me font que effectivement ce qu'a raconté Dominique Dupagne, j'y adhère complètement. Pas de questions, je vais vous laisser présenter votre point, comprendre le Web 2.0. Alors, je vous ai fait un petit diaporama sur le Web 2.0 avec comme idée essentielle d'essayer de vous dire qu'est-ce que c'est que le Web 2.0. On a parlé surtout, enfin Dominique Dupagne a surtout parlé des listes de diffusion, des listes de discussion, des forums. Pour vous rappeler que dans les forums de patients, il y a une connaissance qui se crée, qui est la connaissance du patient, de la maladie. Et puis, dans les forums, les listes de discussion de médecins, il y a la connaissance du médecin, et que la connaissance du patient de sa maladie et la connaissance du médecin de la maladie, c'est pas la même chose. Alors... voilà, juste un tout petit historique pour rappeler que le passage du Web 1.0 au Web 2.0, c'est-à-dire le changement de version, correspond à la participation accrue de l'internaute dans le contenu du web. Ça veut dire qu'à un moment, c'est juste après l'éclatement de la bulle, c'est 1999-2000, les internautes se sont mis à créer du contenu. Créer du contenu suffisamment pour qu'en 2005, il y ait un rédacteur d'un périodique qui dise ça y est, on est arrivé à une nouvelle version du web parce que le contenu du web provient plus de l'internaute que des rédacteurs classiques de l'internet. Donc, si vous regardez l'image, et si vous vous reportez à l'image précédente par la mémoire, vous vous rendez compte que les images que j'ai choisies, en réalité, ce sont des images de discussion, d'échange, de partage, de mise en relation, etc. Et en réalité, le Web 2.0, c'est plutôt ça, à mon avis. Donc je vous l'ai marqué sur cette diapo, où j'ai marqué que les mots-clés du Web 2.0, pour moi, c'est effectivement participation, partage, publication, et on verra pourquoi, collaboration, et ça tout le monde comprend, et ouverture. La suivante. Alors la participation, c'est la participation aux réseaux sociaux. Et étrangement, je n'ai pas mis Facebook, bon, je pourrais vous expliquer pourquoi, mais j'ai insisté sur des choses très très anciennes, hein, les listes de discussion, les listes de diffusion, elles existent depuis
1996-97, donc c'est très ancien. Hein. Les forums, oui, et puis deux qui sont plus classiques, LinkedIn, qui est un espace de partage, d'expérience professionnelle, et Twitter. Le partage. En réalité, aujourd'hui, la particularité de l'internaute, c'est qu'il ne garde rien pour lui. Les médecins ont des difficultés à comprendre ça. Que leurs favoris, ils aillent ailleurs que sur leur machine, que leurs présentations PowerPoint, elles aillent ailleurs que sur leur machine, que leurs photos ou leurs vidéos, elles aillent ailleurs que sur leur machine, et que leurs références bibliographiques, par exemple, puissent aller ailleurs que sur leur machine. En réalité, quand vous envoyez tout ailleurs, ben vous recevez tout en retour. Ça veut dire que si vous envoyez vos favoris ailleurs que sur votre machine, c'est-à-dire dans un espace où vous allez pouvoir les partager avec d'autres internautes, vous allez vous rendre compte qu'il y a des internautes qui ont fait les mêmes choix que vous. Et ce sont ces internautes qui ont fait les mêmes choix que vous, dont vous allez pouvoir regarder les favoris. En réalité, la machine n'a qu'une chose à faire, c'est d'indiquer, parce que vous avez mis tel favori, que 3 internautes ont fait le même choix que vous. Si vous avez mis 15 favoris dans votre externalisé 15 favoris et qu'il y a 3 personnes qui ont choisi exactement les mêmes que vous pouvez penser que ces 3 personnes, elles ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Et la machine vous autorise à aller voir leurs favoris eux-mêmes. Ce qui se passe pour les favoris, oui. Pourquoi peur de partager? Je ne sais pas, parce que ce n'est pas dans l'esprit du médecin. Le médecin n'a pas envie de... C'est évident, hein, quand on va sur Delicious, quand on va sur Diligo, quand on va sur Site2Like surtout, alors que, à mon avis, c'est très important de partager ses références, mais on retrouve peu de médecins. Un jour, j'étais à Nantes, ce n'étaient pas des médecins, c'était des pharmaciens. Je leur ai fait une formation classique à MedLife, et puis à la fin, je leur ai dit, en réalité, quand vous avez fait votre bibliographie, le mieux, c'est quand même de la mettre dans Site2Like. Et là, j'ai reçu une volée de tomates pourries, parce que les pharmaciens m'ont dit, vous n'y pensez pas. On ne va pas dire aux autres quels sont nos centres d'intérêt, parce que les autres, ils vont imaginer que ce qu'on fait là, ils pourraient eux aussi le faire, etc. À mon avis, si on commence à travailler comme ça, on n'est pas tout à fait dans le web 2.0, mais dans le web 0.0. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé un petit peu de peur. Donc le partage, à mon avis, c'est très important. Je peux vous redonner une autre petite anecdote pour vous montrer l'intérêt. Il y a 3 ou 4 ans, je vais au MEDEC. On me demande de faire une présentation du Web 2.0. Petit amphi, 25 personnes. Je mets ma présentation dans SlideShare, donc, qui est un espace de partage des présentations PowerPoint. Aujourd'hui, si vous regardez dans SlideShare, ma présentation au MEDEC a été vue 25 000 fois. 25 000 fois, ça veut dire que de 25, on est passé à 25 000. L'audience que vous pouvez avoir en donnant, en partageant, en externalisant vos présentations, c'est assez important. C'est pas négligeable. Alors ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Donc, j'ai demandé à Olivier Hertscheid, qui est donc un enseignant-chercheur et qui a fait une petite rubrique dans Le Monde au mois d'avril 2012. Voilà ce qu'il écrit. Je crois que c'est à vos enfants et éventuellement à vos petits-enfants qu'il faut dire ça. Ça veut dire que moi, je n'imagine pas aujourd'hui qu'un collégien ou qu'un lycéen n'ait pas un blog.
c'est incohérent. Il faut que le lycéen et le collégien il fasse le pas de passer de Facebook au blog. Parce que le blog aujourd'hui, pour un jeune, c'est la seule façon qu'il a de s'exprimer. Les médecins sont peu blogueurs. Quand on regarde dans le club des médecins blogueurs, on les compte sur, il y en a une cinquantaine. C'est pas suffisant, c'est pas normal. Toute cette semaine, j'ai été à l'Institut national de médecine agricole pour apprendre aux médecins conseils de la mutualité sociale agricole comment faire de la recherche documentaire de base. Ça a duré 4 jours. On a déjeuné ensemble les 4 fois, donc les 4 jours. Et j'ai vu des médecins qui débattent, qui discutent, qui racontent. Mais je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas au Café du Commerce qu'il faut que vous racontiez vos histoires. C'est sur un blog. Il faut que vous sortiez de cette contrainte où vous êtes très embêté, vous n'osez pas, alors que premièrement, faire un blog, ça demande 5 minutes. Le mettre en place, ça demande 5 minutes. Et puis je leur dis, si vous n'avez pas envie de faire un blog, vous créez un wiki, c'est-à-dire que vous êtes 4 ou 5 là à débattre du même sujet, mais essayez de vous mettre d'accord sur ce que vous avez envie de mettre en ligne, et puis créer un wiki. Et un wiki, ça demande moins de 5 minutes, ça demande 1 minute à mettre en place. Donc je pense que publier, c'est aujourd'hui aussi important que savoir écrire et commenter. C'est ce que je viens de dire, la collaboration rédactionnelle, c'est une solution pour 4, 5, 10, 15 médecins, le bureau d'une association de formation médicale continue, de dire, allez, on va essayer de mettre en ligne une rédaction commune sur un sujet, on va faire le compte-rendu de la précédente formation médicale continue, on va faire un compte-rendu, mais on va le faire à plusieurs, on va le faire à 5, on va le faire à 10, on va le faire à 15, et ça sera sûrement beaucoup mieux que s'il n'y en avait qu'un seul qui s'y collait. Là aussi, anecdote, pendant 10 ans, j'ai été responsable du DU de journalisme médical à Paris 5. C'est un DU qui n'existe plus, puisque aujourd'hui, on licencie les médecins journalistes, donc il n'y a pas raison de continuer d'en former. Mais pendant les 5 dernières années, j'avais mis en place un wiki. Donc au début de chaque séance, au début de chaque cours, je désignais un étudiant, qui en général était un médecin, et je lui disais, vous allez prendre des notes de cours. Et dans les 2 jours qui viennent, il faut que vos notes soient dans le wiki. Et les 18, 19 ou 20 autres médecins avaient la responsabilité dans les 15 jours suivants, c'est-à-dire avant le prochain cours, de modifier, enrichir, améliorer les notes de cours qu'avait fait le premier médecin. Et bien ça fonctionne très très bien. Non seulement ça fonctionne très très bien, mais quand on regarde la différence entre les premières notes de cours et les 15 jours après, c'est le jour et la nuit. Donc c'est une bonne façon de travailler. Alors, les wikis, maintenant, il y a des choses qui sont tout à fait équivalentes, comme Google Drive, qui est tout à fait simple à utiliser, ou Synfree, donc je les ai notés là sur la note. Alors, l'ouverture. L'ouverture, c'est important. Tout est important, en fait. L'ouverture, c'est la copie, c'est tous les mouvements qui essayent de faire en sorte que le plus grand nombre d'individus puissent avoir accès à la connaissance. La copie privée. La copie privée, c'est lutter contre Adobe et ses sbires et ses équivalents. C'est l'open access. C'est essayer de faire en sorte que la connaissance médicale soit ouverte à tous. Les archives ouvertes, c'est exactement la même chose. C'est quelque chose qui existe, mais où les médecins, je ne sais pas pourquoi, hésitent à mettre leurs thèses, leurs rapports, etc., etc. Ces archives ouvertes, c'est quelque chose qui est entièrement gratuit.
médecine, alors qu'il suffit d'avoir le document numérique et de le déposer dans l'archive ouverte. Quant aux licences Creative Commons, c'est ce que vous avez là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parce que c'est pas très visible. Mais chaque image, chaque photo que vous avez vue là depuis le début du diaporama, ce sont des photos que j'ai récupérées dans Flickr. Dans Flickr, vous avez 36 millions de photos qui sont en accès libre, sous réserve que vous indiquiez le nom de l'auteur. Si vous regardez celle-là, vous voyez qu'en bas, il y a effectivement non seulement le nom de l'auteur, parce que moi j'ai fait un petit peu plus, mais il y a le titre du document, le nom de l'auteur, c'est Creative Commons, donc c'est une association, et c'est quelque chose qui a été piqué en Flickr et qui est une licence Creative Commons by, c'est-à-dire que sur chaque photo, je mets l'auteur. Il y en a 36 millions, ça veut dire que il faut 3 minutes pour chercher avec 3 mots-clés, et puis vous sortez celle que vous avez envie de passer. Je vais dire un mot, mais je pense que Xavier Lemercier en dira un petit peu plus sur Privé de désert. Privé de désert, c'est un manifeste en réaction à la missive, le message du Conseil national de l'ordre des médecins qui, au mois de mai, a souhaité que les médecins qui sortent de leur faculté fassent 5 ans dans la région où ils ont étudié. Donc, il y a eu une certaine prise de conscience que ça ne collait pas très bien avec l'esprit des médecins, des internes, des remplaçants, des jeunes installés. Donc, de façon assez spontanée, une liste de discussions s'est créée. Donc, début juin, ils ont travaillé, ils ont rédigé leur manifeste. Leur manifeste a été rédigé avec Google Drive, donc avec un outil Web 2.0, avec un équivalent wiki. Et puis, ils ont peaufiné, affiné, arrangé, modifié, corrigé, pour arriver à un texte final. Et ce texte final a été mis sur 25 blogs le même jour, 3 septembre, à la même heure, 9h. Donc, c'est pas le tout de mettre un texte commun sur un blog, il faut aussi le diffuser, et le meilleur outil de diffusion, c'est Twitter. Donc, le privé de désert a été diffusé par l'intermédiaire principalement de cet outil. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que racontait Dominique Dupin, mais à un moment, il a parlé de savoir, de pouvoir et d'expertise. Et là, vous avez une phrase qui est une phrase extraite d'une vidéo de Michael Wesch, qui est un anthropologiste de Kansas City, et je pense que c'est ça qui vraiment résume le Web 2.0. Ensemble, nous créons plus de connaissances que les experts. Merci. Merci M. Veillard. Quelques questions. On va peut-être tout de suite plutôt parler avec le docteur Lemercier, Xavier. Je me permettrai de t'appeler Xavier. Surtout. Tu utilises, tu es chef de clinique, médecin généraliste pas très loin, dans une maison de santé qui est en train bientôt de se monter, on en a parlé tout à l'heure. Tu utilises le Web 2.0 sous différents aspects. Qu'est-ce que ça a modifié, qu'est-ce que ça a apporté à ta pratique? Alors déjà, je te remercie Thomas de l'invitation à cet atelier. Je pense que je pourrais être assis en face parce que je me pose énormément de questions. Alors je ne sais pas si ça a modifié quelque chose parce que je suis installé depuis 2 ans et j'ai eu l'impression de m'être installé avec mon compte Twitter en arrière-plan sur mon ordinateur et quelques blogs que j'avais parcourus déjà pendant mon internat, pendant mes études. Donc en fait au départ, du coup je vais parler de mon expérience parce que c'est le seul truc dont je peux vous parler. Au départ j'ai découvert comme beaucoup
d'entre vous la blogosphère médicale, malgré la fréquentation d'autres internes, de médecins généralistes, de maîtres de stage, etc., finalement, parcourir les blogs comme celui de Jadot, qui est à côté de moi, comme vous l'avez bien reconnu, bien sûr, celui de Dr Boré, Dr Foulard, de Gélul, qui fait sous forme de dessin, etc. Voilà, ça a été un moyen de me rendre compte que ce que je vivais tous les jours comme interne, d'autres le vivaient aussi, mais je le voyais à côté de moi, mais surtout le partager et l'exprimer. Et c'était un moyen finalement de me reconnaître dans cette expérience. Et puis c'était un moyen de partager aussi avec mes proches. Je suis ici d'une famille qui n'est pas une famille de médecins, donc à un moment donné, j'ai dit, si vous voulez savoir ce que je vis, ben, allez lire le blog de Jadot ou de Boré, vous verrez. C'est pas dit comme je le dis, c'est pas. Voilà, mais voilà, c'est des expériences professionnelles. Donc au départ, c'est vraiment une découverte des blogs médicaux par cet aspect-là. Donc une manière peut-être de rompre un petit peu un isolement. C'est une espèce de sorte de groupe de pairs par procuration, virtuel si on peut dire, parce que c'est quand même des gens qui sont derrière leur ordinateur qui partagent leurs expériences. Donc finalement ça a commencé par un partage d'expériences entre internes, entre généralistes, puis entre médecins, puisque finalement sur la blogosphère il n'y a pas que des internes, il n'y a pas que des généralistes, il y a d'autres spécialités, puis entre professionnels de santé. J'ai découvert les blogs de sages-femmes comme celui de Dilune, de kinés, d'infirmiers, d'auxiliaires de vie, qui finalement partageaient leurs expériences et partageaient le contact qu'ils avaient avec les patients. Et simplement, c'était juste les mêmes patients que les miens, mais pas la même manière de le voir. Alors on se dit, mais en fait, il suffirait d'aller discuter avec l'infirmière qui est à côté de soi dans la maison de santé. Ben non, visiblement, c'était plus facile de le faire en allant lire les blogs. Et puis, petit à petit, en lisant ces blogs et en lisant les commentaires des blogs, on découvre des commentaires plus de professionnels de santé, mais de patients qui réagissent et qui finalement, la peur de départ, c'est mais c'est quoi tous ces professionnels de santé qui viennent raconter leur vie et finalement dévoilent le contenu de consultation. Alors, c'est anonymisé, hein, on ne sait pas qui, où, quand, comment, mais voilà, est-ce que vraiment il faut partager ça sur la toile? Et finalement, la réaction des patients dans les commentaires, elle est « Ah oui, mais en fait, vous êtes humain derrière votre bureau. » Et j'ai trouvé que c'était assez... Voilà, pourtant, il y a des choses des fois dures, un peu crues de raconter, mais profondément humaines, avec des réactions humaines, avec des états d'âme, etc. Et finalement, les patients ont finalement assez peu à nos états d'âme, accès à nos états d'âme. On essaye surtout qu'ils n'aient pas accès à nos états d'âme, mais quand ils y ont accès, finalement, ça nous rapproche et ça favorise la communication. Donc c'est en ça que j'ai trouvé que le partage des professions de santé sur Internet m'a apporté quelque chose. Peut-être une action un petit peu anti-burnout, même si pour l'instant, ce n'est pas une notion que j'ai l'impression de connaître, mais voilà. Donc qu'est-ce que ça change dans la pratique? Plutôt que comment ça a influencé ma pratique, moi j'ai appris en stage chez le Prat qu'il ne fallait pas avoir peur d'avoir des doutes, et il ne fallait pas hésiter à les partager avec les patients. À partir du moment où on avait une réponse à leur apporter qui était, ben voilà, on va chercher ensemble et on va s'adresser à qui c'est, chercher qui c'est, qui va pouvoir nous aider pour répondre à votre problème. Donc finalement, cet outil est également là pour ça. Et finalement, je pense que tout le monde le fait, mais personne ne le dit vraiment. Mais je tape sur Google, directement sur Google, des questions pendant mes consultations pour avoir des éléments de réponse. Alors je ne prends pas pour argent comptant tout ce que je trouve dans les premières lignes, parce que justement, et je pense que l'expertise elle est là, elle n'est pas dans l'accès à la connaissance, mais elle est dans l'utilisation de la connaissance. Progressivement, en partageant ces expériences avec d'autres professionnels de santé sur la toile, j'ai appris à savoir quelle information était intéressante, et donc même à partir de Google, et même en consultation, et même en tournant l'ordinateur vers le patient, on trouve des informations pertinentes qui vont nous intéresser. Donc c'est en ça que ça change ma pratique. Et Dupagne a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, que je vais plus noter, je ne sais plus ce que c'est, mais je m'étais mis une petite croix pour en reparler, c'est que finalement, si on partage ses doutes, et qu'on les assume auprès des patients, et ben en fait, ça leur convient, ce qui les intéresse, c'est qu'on s'occupe du problème qui les a amenés. Là, je vous dis des choses, enfin, vous ne découvrez rien. C'est juste que
Internet, c'est un moyen pour partager ses doutes. Et puis progressivement, je me suis rendu compte que quand on partage ses doutes et qu'on les met en ligne, ses favoris, comme disait Philippe Éveillard, ses recherches bibliographiques, etc., et bien finalement, quand on avait une question, Twitter est extraordinaire pour ça. On a une question, on l'envoie à ses confrères sur Twitter, et vous pouvez être sûr qu'il y en a un d'entre eux qui, à un moment donné, va avoir fait une recherche bibliographique sur tel ou tel sujet, et dans les 3-4 minutes, on vous envoie un lien vers des favoris ou vers des références bibliographiques qui sont pertinentes, puisqu'elles sont issues d'un travail de recherche, et donc vont pouvoir vous aider dans votre pratique quotidienne. Et puis finalement, dans ma tweet list, j'ai des généralistes, des infirmières, des cardiologues, un PU de néphro qui est extraordinaire et qui est d'une réactivité incroyable, qui partage tous les matins, il ne doit pas dormir la nuit, qui partage tous les matins une revue de bibliographie de néphrologie. Donc voilà, donc en fait c'est un mode d'accès, c'est des gens cherchent pour moi, mais je cherche aussi pour eux à des moments donnés. Donc voilà, c'est en ça que ça m'aide dans ma pratique quotidienne. Alors mon compte Twitter, il est resté anonyme parce qu'il y a aussi la part dans le compte Twitter, à un moment donné, de défouloir et de partage de ressentis, de consultation. Et donc pour l'instant, j'ai fait le choix d'avoir un compte anonyme, mais ce qui n'est pas le cas de tous les professionnels de santé. Alors, oui, il y a aussi ça. Anonyme, non pas anonyme, pseudonyme. Ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que je ne suis pas caché derrière mon truc. Les confrères avec qui je discute sur Internet, ils savent qui je suis. Je sais qui ils sont pour beaucoup d'entre eux. Donc c'est pas de l'anonymat, c'est plutôt du pseudonymat. Voilà les premières idées qui me viennent quand j'entends les interventions de Dominique Dupagne et de Philippe Éveillard. Et quand tu m'as posé la question, qu'est-ce que ça change pour toi? Merci. Ce qu'il faut rajouter, juste une petite précision, c'est que bientôt, en tous les cas, c'est dans les tuyaux, le Conseil national de l'ordre des médecins va pouvoir mettre sur ses pseudonymes le fait que c'est un médecin. Ça veut dire que si un patient dit est-ce que ce pseudonyme sur Twitter ou est-ce que ce pseudonyme sur un blog c'est un médecin, et le Conseil de l'ordre dira oui c'est un médecin, sans donner bien sûr son identité. Mais il pourra attester de sa qualité de médecin. Et c'est dans les tuyaux, ça veut dire que ce sera d'ici la fin de l'année. Est-ce que ça risque pas de biaiser un petit peu les choix? Le micro. Biaiser quoi? Le micro. Est-ce que le fait d'étiqueter médecin va pas faire revenir un petit peu en arrière? Et tu disais tout à l'heure en consultation, ça revient à nous mettre sur un plan d'égalité entre dominant et dominé, c'est décidé au départ. Et est-ce qu'on ne risque pas de revenir à ce moment-là, à cette situation, sachant qu'en face on a un médecin si on est patient? C'est un débat qu'on a eu en ligne, qui n'est pas tranché. Moi, j'aurais tendance à penser, à aller un peu dans le sens que ce que tu dis, si ce n'est qu'avoir un médecin en face, ce n'est pas comme avoir son médecin. Parce qu'on ne fait pas des consultations sur Internet dans la relation qu'on a avec les patients. Parce qu'on a parlé, moi je parlais beaucoup des rapports entre professionnels de santé, et je ne me suis pas frotté à des rapports entre patients et médecins. L'idée c'est surtout c'est d'avoir accès aux informations qu'ont chacun pour pouvoir les utiliser dans l'exercice de notre profession qui reste au sein du cabinet médical, au sein de nos relations avec nos patients, et pas de substituer une consultation médicale en ligne. Donc du coup, à partir du moment où on n'a pas de consultation médicale en ligne, moi je suis d'accord avec toi, je vois pas l'intérêt de qu'on ait l'étiquette labellisé médecin au-dessus de la tête, surtout que labelliser médecin, ça veut juste dire qu'on a fait des études de médecine. Et qu'on est inscrit au Conseil de l'ordre. Et qu'on est inscrit au Conseil de l'ordre. Après, sur la qualité, la pratique, etc., effectivement. Oui, je vais reprendre un tout petit peu la parole, mais Philippe, dites-moi, moi ce que j'aime, est-ce qu'on pourrait débattre un tout petit peu aussi sur l'aspect chronophage
de la consultation d'Internet. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour dire que Internet est une très bonne chose, comme je disais tout à l'heure, puisque ça augmente l'intelligence collective, et ça c'est formidable. Deuxièmement, on sait que la grande majorité de nos patients consultent Internet avant de venir nous voir, et consultent Internet après d'être venus nous voir. Ça c'est important, et donc ça a modifié nos rapports dans notre relation médecin-patient. Deuxièmement, le cœur du débat, c'est que tout ça, c'est formidable, c'est un outil exceptionnel, mais, pardon, exceptionnel, je vais parler sans micro, exceptionnel, mais par contre, c'est extrêmement chronophage, que ce soit chronophage pendant la consultation, que ce soit chronophage en dehors de la consultation. Je ne parlerai pas de pendant la consultation, puisque je me consulte depuis longtemps. Mais ce que je dis souvent lors des formations, c'est que mettre en place une veille sur Internet, c'est 5 minutes tous les matins. Une fois que vous avez programmé, on va dire 10 flux RSS et 10 comptes Twitter que vous allez suivre, c'est 5 minutes tous les matins. Si vous doublez, si vous mettez 20 flux RSS et 20 comptes Twitter, ce sera un quart d'heure. Mais ça y est, c'est fini, hein. Vous ouvrez les yeux le matin, vous allez sur votre navigateur, un clic de souris sur votre compte Twitter, vous regardez si vous avez fait les bons choix. Premièrement, si vous avez fait les bons choix, donc plus informatif que bavardage. Si vous avez fait les bons choix au niveau des flux, c'est 10 minutes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis responsable de 3 rubriques de veille documentaire. L'une de la revue du praticien général, l'une dans un site qui s'appelle mabiblio.com et l'autre dans un fanzine de la Société d'ethnologie de langue française qui s'appelle InfoRespi. Ma veille documentaire, premièrement, elle me demande 10 minutes tous les jours. Deuxièmement, à 85%, elle se fait sur Twitter. Avec des... Bon, c'est vrai que je n'ai pas les mêmes contraintes que vous. Ça veut dire que moi, je n'ai pas à gérer du bavardage au niveau avec les autres praticiens, etc. Donc moi, les 25 comptes Twitter que je suis, ce sont les comptes Twitter qui me donnent de l'info. Xavier a parlé du PUPH de néphrologie de Marseille. Lui, il donne de l'info, il ne fait pas de bavardage. C'est la même chose pour le cardiologue de Marseille qui fait la même chose. C'est la même chose pour Francis Berenbaum, le rhumato de Saint-Antoine. Ces gens-là, ils donnent de l'info. Hein. Ils ne discutent pas trop avec les uns et les autres. Donc ceux-là, ils me donnent de l'info. Moi, je fais de la veille avec eux. Hein. Mais arriver à ce stade-là, ça demande, comme le disait tout à l'heure notre organisateur, il disait il faut rentrer dedans. Bien sûr qu'il faut rentrer dedans. Si vous ne rentrez pas dedans, vous n'allez pas y arriver. Hein. Et avoir suivre un nombre, des comptes Twitter intéressants pour mettre en place ce genre de choses. Il faut 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines de tripatouillage, je m'inscris, je me désinscris, je m'abonne, je me désabonne, je m'abonne, je me désabonne, pour sélectionner finalement les 25 ou les 30 qui sont les bons. En tous les cas, je ne vais pas dire qu'ils sont les bons, en tous les cas, qui s'intéressent à mes préoccupations. Mais chronophage, je ne crois pas. Les gens disent, mais toi, tu fais ça toute la journée. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'ai une activité rédactionnelle, j'écris, etc. Je ne suis pas tout le temps dans Internet. Hein. Pour répondre à ta question également, moi j'ai senti une évolution dans ma découverte et ma pratique du web 2.0 puis de la médecine 2.0. C'est-à-dire d'abord spectateur, puis acteur, beaucoup en bavardage, clairement, pour un partage d'expérience. Et puis ça, c'est en train de s'effacer un petit peu pour justement cibler plus sur de la veille et du partage d'informations utiles. Donc en fait, c'est une espèce de maturation
facturation de l'expérience. Oui, moi j'ai du mal, hein. Je suis peut-être un peu vieux, mais alors, je ne pige pas tout ce que vous dites. Ensuite, c'est difficile de passer de l'oral à ce qui se passe sur l'écran. Et ce qui est présenté à l'écran, ça ne m'engage pas beaucoup. Parce qu'on ne sait pas qui est bourré, Doc Ast, comment fonctionne ce système. C'est simplement des impressions personnelles. On a l'impression qu'on zappe sur X choses, de conversations multiples en même temps. Alors que déjà, quand je passe un peu plus d'un quart d'heure le matin, je passe en général une demi-heure pour faire le point sur les mails de la nuit, depuis 19h de la veille, j'enlève les spams, je participe aux différents forums. Sur les forums, par exemple, le forum Hydrogène, on est quand même plus de 150 à 200. Il faut déjà avoir éliminé toutes les réponses. Ah oui, je prends la voiture avec toi, bonsoir, est-ce que tu n'as pas mon chat, je vais chez toi, etc. Ah bon, j'ai du mal. Voilà. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que Thomas a voulu aussi illustrer la réactivité, etc. Maintenant, c'est pas un bon exemple parce que finalement, sur Twitter, si j'ai bien compris, il y a eu un appel à participation et à faire quelques commentaires, mais pour le coup, on est dans le stade du commentaire de quelques phrases clés qui sont issues de ce qui est dit là. C'est ça le Twitter, non? Alors, ça, c'est une utilisation, c'est l'utilisation de bavardage dont on parlait. Voilà, je crois que c'est donc ça a peut-être un intérêt ici quand on... Voilà. Mais après, dans l'activité quotidienne, c'est plus l'intérêt de veille et de partage d'informations qui est utile. Mais sur Twitter, c'est comme sur beaucoup de réseaux sociaux, tout le monde s'inscrit pour dire tout et n'importe quoi. Donc en fait, après, il faut cibler qui on va suivre, comment, pourquoi et dans quel objectif. Comment tu filtres n'importe quoi En fait, c'est l'expérience qui va faire que tu filtres. En effet, Philippe disait, il faut un certain temps pour déjà comprendre comment ça marche. Se désabonner des bavards et s'abonner aux informatifs. Hein. C'est un système d'abonnement sur Twitter. Donc en fait, tu choisis les gens, ils ont un profil, si on clique sur Dr V ou n'importe là, on clique, on a son profil et on voit tout ce qu'il dit et on voit qu'il est médecin généraliste à la campagne, sud-ouest de la France. Bon, voilà. Donc, et il a un blog. Donc voilà. Donc on peut cliquer sur son blog et avoir quelques connaissances sur lui et après se dire est-ce que ça va être intéressant ou pas. On va le suivre et puis s'il bavarde trop, on va le zapper. Ouais. Oui, mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir l'avis des internautes. Leur âge veut qu'ils sont jamais utilisés ce genre de choses. Moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est en quoi nous, médecins, dans notre pratique de tous les jours, Twitter peut nous apporter au quotidien. En dehors de l'interactivité et de l'échange entre individus et autres. Je vais prendre un exemple vécu cette semaine avec les médecins du travail de la MSA. Donc il n'y avait aucun médecin qui avait un compte Twitter. On a décidé d'en ouvrir un. Donc on ouvre un compte Twitter et on se dit, mais on va commencer par quoi? Et moi je leur dis, moi je vais vous trouver un médecin du travail sur Twitter. C'est pas très difficile, hein. Il suffit de rentrer le travail en hashtag et puis on tombe sur un. Alors, à partir de ce médecin du travail, on a été regarder quels étaient les individus qu'il suivait. Donc c'est facile à faire, c'est une simple manipulation, je clique dessus. On a récupéré 4 comptes qui semblaient être en rapport avec la médecine du travail et qui semblaient être intéressants sur le plan d'information. Ces 4, on a fait la même chose, on a été regarder quels étaient les médecins qui suivaient, et ainsi de suite. Donc on fait une première sélection de 50, on regarde pendant une semaine ce qui se passe, et puis on se désabonne de ceux qui ne sont pas intéressants. On explore un peu plus ceux qui sont informatifs, et puis voilà, ça y est, on y arrive. En 6 à 8 semaines, on a fait son compte, si bien que tous les matins, quand vous vous levez, vous avez, je sais pas, 30 tweets à lire, mais un tweet à lire, ça demande 10 secondes, et ça y est, vous avez fini, vous avez fait votre journée. Twitter, et puis si vous avez envie de dire quelque chose, il faut le dire. Il faut... c'est très communautaire, chacun apporte sa pierre à l'édifice, c'est comme dans le temps les forums et les listes de discussion, chacun apporte ce qu'il a envie de dire. Hein.
Si s'est passé quelque chose de très important que vous avez découvert comme ça sur Internet par hasard, il faut faire un message, mettre un lien. Parce que on voit beaucoup de messages dans le bavardage, c'est rare qu'il y ait un lien, il y a peut-être un hashtag, mais il n'y a pas de lien. Moi, je ne suis des comptes Twitter que ceux qui me donnent un lien. Ça veut dire qu'ils me disent, voilà ce qui s'est passé hier dans le Java, un lien. Voilà ce qui s'est passé hier. Vous cliquez sur le lien. J'arrive sur l'article. Voilà, tranquille. Mais effectivement, Xavier a raison, on peut aussi se donner la possibilité de faire un petit peu de bavardage. Hein. Bon, parce qu'on a des gens qu'on connaît plus ou moins, etc., qu'on suit plus ou moins, et puis moi sur mes 25, j'ai peut-être 20 qui font de l'information et 5 qui racontent des salades. Mais raconter des salades, ça distrait un peu. Oui, ça prend du temps. Ouais, sauf si les bavards très actifs, faut les éliminer. Pierre Archambault, médecin généraliste. Est-ce que l'utilisation du Web 2.0 améliore les capacités de communication du médecin lors du colloque singulier de la consultation? Je crois que oui, vraiment. Parce qu'en fait, quand on va sur le web, qu'on lit des blogs de patients, de professionnels de santé, de médecins, de professionnels de santé et aussi de patients, qu'on lit les commentaires, de patients, en fait, on comprend que ce qu'on leur a expliqué juste avant, ils l'ont vu d'une certaine manière, et surtout on a accès à la manière dont ils l'ont vu, et pas à la manière dont ils essayent de nous faire croire qu'ils l'ont vu en consultation. Donc en fait, je crois que ça nécessite beaucoup d'humilité, parce que des fois en consultation on explique des trucs, on dit là j'ai pris du temps, j'ai bien expliqué, etc. Et puis on va voir que des patients qui sont dans une situation un petit peu similaire n'ont carrément rien compris à ce que le confrère leur a expliqué. Donc on se dit, voilà, est-ce que j'ai, ou alors ils ont interprété, enfin, voilà, est-ce que je me suis vraiment apporté de ce que je voulais dire, est-ce que je suis compréhensible, donc je crois que de ce côté-là, ça a une place. J'ai une patiente hier qui est venue avec sa fille, qui a des inquiétudes pour sa fille, qui présente quelques troubles neuro. Et en fait, elle m'a dit, je pense que ça peut être ça, ça ou ça. Et en fait, je lui ai dit, voilà, on va avoir quelques pistes, on va s'orienter auprès d'un confrère neurologue pour avoir des examens complémentaires, une expertise, etc. Je lui ai dit, moi, je partirais plutôt vers ça, ça ou ça. C'est faire simple dans mon explication. Et elle me dit, qu'est-ce qui vous fait dire que ça ne peut pas être ma première idée? Et en fait, elle suspectait une pathologie hyper rare que je ne connais absolument pas ou très peu. Donc je lui ai dit, voilà, les connaissances de base que j'ai, qui sont minimes sur ça, a priori, ça me fait pas penser à cette pathologie grave à laquelle vous pensez, mais vous avez peut-être d'autres informations. Et je crois que c'est ça en fait. Et en effet, elle avait d'autres informations, parce qu'elle est allée voir sur Internet, elle est allée voir sur des sites d'associations de patients. Elle a contacté, elle a envoyé des messages en disant voilà, je suis dans telle situation, etc. Et elle a eu des retours de patients, des retours de professionnels de santé. Donc j'aurais eu l'air de quoi à dire non, c'est pas ça du tout, alors qu'en fait elle parlait d'un truc précis sur lequel elle était en train de développer peut-être une expertise plus importante que la mienne, puisque la mienne était proche de zéro. Donc c'est là que ça sert, c'est-à-dire que j'ai déjà vu ces commentaires-là, ces expériences d'incompréhension en consultation, je les ai déjà lus aussi sur des blogs, dans des commentaires de patients. Donc en fait, je me suis dit, voilà, dis pas n'importe quoi, fais pas croire que tu sais, que tu es sûr de toi, et puis appuie-toi aussi sur les ressources qu'elle t'apporte. L'enjeu, c'est pas l'accès à la connaissance, c'est surtout la manière dont on va l'utiliser. Donc voilà, donc je lui ai dit, on va utiliser la connaissance que vous m'apportez ensemble, et puis on va continuer à avancer. Donc je crois que c'est en ça que c'est utile dans la relation avec le patient. Et surtout par rapport aux capacités de communication pure, à savoir le fait de se retrancher derrière un écran, que ce soit le pad, que ce soit le Google, ce que l'on veut, est-ce que ça modifie pas quand même donc, notre relation avec le patient? C'est à savoir, c'est un débat qui est pas récent, être plus
l'utilisation du web 2.0, elle est pas forcément en temps réel pendant la consultation. Moi, je l'utilise pendant la consultation surtout pour illustrer et en utilisant Google Images ou des choses comme ça. Sur une intervention courte. Voilà, comme un outil court. Si j'ai des recherches à faire, je ne vais pas dire bon, ben, on va refaire les recherches ensemble, nanana, ben, voilà. Sinon, on s'en sort pas. Dernier point, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de personnes dans la salle qui sont abonnées à un tweet? C'est bien représentatif. 7, 8, 9. C'est en partie aussi pour ça qu'on a voulu en parler, parce que les internes commencent à en parler. Les médecins, comme on le disait tout à l'heure, sont assez réfractaires. Parce que quelque part, c'est peut-être aussi tomber ton piédestal, c'est changer la relation avec le patient. Les internes sont vraiment frappés par... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que ça change. Qu'est-ce qui fait dire que notre hésitation, c'est de tomber du piédestal? C'est changer c'est changer la relation dominant-dominé, et finalement le patient, le médecin a son savoir, et le patient arrive avec son savoir trouvé sur le web, et finalement, il peut le voir comme un expert, mais il arrive, c'est diamétralement opposé du passé, où le médecin arrivait sans savoir, avec ses symptômes, et voulait sortir du cabinet avec le... Un bon moment, ça s'est arrêté, ça. Oui, mais ça s'accélère. Je pense que c'est fini ça. Pascal Audet, le stagiaire extraordinaire, pour rebondir là-dessus, si j'ai bien compris, Xavier, moi ça fait 20 ans que je m'évertue à faire reformuler les patients pour savoir ce qu'ils ont compris de ce que je leur dis et comment ils le vivent. Donc ça veut dire que j'arrête, je vais sur Twitter, et puis j'aurais beaucoup plus facilement compris. Non, je crois que c'est un autre moyen d'accès à leur regard. C'est un autre. Ça remplace rien du tout. C'est autre chose. C'est un autre accès. Et qui permet de mieux comprendre ce qu'a compris le patient. C'est surtout, voilà, ça doit dépendre des situations. Ça dépend des gens, ça dépend des familles, ça dépend de ce qu'ils ont vécu, ça dépend de est-ce qu'ils ont un accès à Internet ou pas. Ça dépend de plein de choses. C'est un autre outil en plus qui peut aider, qui participe à aider, qui remplace rien du tout. Il y a une question là. Moi, je suis jeune interne, je suis interne en 3e semestre. Je n'ai pas de compte Twitter. Je suis assez anti-réseaux sociaux, tout ça, même si je pense que ça pourrait apporter beaucoup. Enfin, je pense que ça dépend des personnes et de leur mode de fonctionnement. En fait. Après, je suis assez choquée de ce que vous avez dit tout à l'heure, par rapport au fait qu'un adolescent qui n'a pas de blog, ça serait un adolescent pas normal, parce qu'il n'a pas de moyens de s'exprimer ailleurs que sur un blog. Pour moi, je trouve ça assez inquiétant si on dit qu'on n'a aucun autre moyen de faire exprimer un adolescent que par l'éditer dans l'ordinateur. Et qu'il soit obligé de s'exprimer par le biais d'un réseau et de ne pas pouvoir parler face à face. En fait. Je pense que quand même notre rôle au départ, après un adolescent n'est pas forcément de parler à son médecin, mais notre rôle au départ, c'est quand même de pouvoir lui permettre d'avoir un endroit où il peut s'exprimer face à face et d'être humain à être humain et pas simplement par le biais d'un ordinateur et que la vie, elle n'est pas seulement dans un réseau, elle est dans des choses concrètes aussi. Je suis d'accord avec vous entièrement. L'article de Olivier Child, c'est un article qui s'appelle « Apprendre le numérique ». Ça veut dire que je pense qu'il est indispensable qu'un enfant, qu'un adolescent, qu'un collégien, qu'un lycéen apprenne le numérique parce que à l'avenir, s'il n'a pas appris le numérique, et la seule façon d'apprendre le numérique, c'est de publier, et donc tout l'article du Monde est là-dessus, et la seule façon de publier, c'est d'avoir un blog. Moi, je pense qu'on peut apprendre à un enfant à se servir des outils d'Internet sans qu'il ait comme seule ouverture et comme seul moyen d'exprimer. Ah, c'est pas le seul moyen de s'exprimer. Non, c'est pas le seul moyen de s'exprimer. Mais à un moment ou à un autre, il sera confronté dans sa vie professionnelle au numérique. Et s'il n'a pas ses bases, comme l'écriture, le calcul. D'accord, moi, c'est un outil Internet que j'utilise pareil en permanence. Actuellement, je suis à l'hôpital. C'est vrai que quand les patients me posent des questions que je ne sais pas, ça fait la chose que je vais faire. Je vais sur Internet pour me renseigner et leur apporter une information. Donc, c'est un outil extrêmement
rapport au piédestal, au contraire, Internet nous a rendu service, je pense, dans la profession. C'est-à-dire que la transparence des données médicales au grand public permet à modifier cette relation médecin-patient dans le bon sens. Et ce n'est pas une question de piédestal, tu as tout à fait raison de ressentir ça, mais ce n'est pas une question de piédestal, c'est surtout une question de... Ça nous a libérés, nous, de cette position, justement, du profane et du savant, etc. Donc, au contraire, c'est plutôt une bonne chose. Par rapport à ce que vous disiez, vous avez tout à fait raison, mademoiselle. Manuel Bouvard en avait parlé un petit peu. Manuel Bouvard, c'est un psychiatre à Bordeaux, qui disait que chez les jeunes, le problème de tout ce qui est Internet ou autre, c'est en termes de timing, c'est surtout qu'ils ne font pas autre chose pendant qu'ils sont dessus. Et donc, c'est surtout une organisation du monde. Juste une réaction en haut, en bas et les réponses, et puis après on sera obligé de s'arrêter malheureusement, 1 heure n'est pas suffisante. Une remarque, une question. La remarque, j'ai bien aimé ce que tu as dit, Xavier, c'est un outil qu'on utilise. Ma question, c'est où chercher, je vais le mettre dans les anciens, mais pour les anciens médecins, où est-ce qu'on peut trouver à se perfectionner dans cette utilisation du web 2.0? J'en sais rien. Moi, j'ai traîné sur la toile un certain temps, et puis finalement, le tri de l'information c'est fait comme ça. Est-ce qu'il y a quels sont les moyens pour essayer de perdre le moins de temps ou apprendre à perdre le moins de temps possible pour l'utilisation de ce web? Est-ce qu'il y a une formation continue? Est-ce qu'il y a une formation continue? Non, il n'y a pas de formation continue. En général, la formation continue, même quand on essaie de la faire, parce que moi, je fais pas mal d'informations sur la recherche et la veille documentaire, et j'essaie toujours de caser mon web 2.0. Et en général, il y a une attitude de plus ou moins de refus, ou de mais non, ça on n'aime pas, on s'en fiche, etc. Donc pour l'instant, effectivement, ils viennent pour apprendre à rechercher sur Internet, ils viennent pour apprendre à faire de la veille, ils n'en veulent pas plus, les médecins. Bon, cela étant, moi je me rapporte à ce qu'a dit Dominique Dubagne. Il a dit qu'il faut mettre les mains dedans. Il faut que les mains dedans, ça y est, tout. Mais est-ce qu'il donne la main physiquement de temps en temps, Dubagne? Parce que ce qui est extraordinaire, c'est de voir ces gens-là qui sont des pionniers, que nous on lit, travailler seuls. Oui. Donc, pour gagner du temps, ils sont isolés. Pour pouvoir vivre à leur rythme, ils ne partagent pas physiquement leur activité, enfin, leur travail de médecin généraliste, par exemple. Hein, parce qu'on parlait tout à l'heure de maisons de santé. Donc, il y en a beaucoup comme ça. Hein. Les pionniers en informatique sont des gens souvent seuls. Alors qu'il faut partager ou s'ouvrir. Alors, pour répondre pour un vieux, excuse-moi de t'embêter, quand une nouvelle molécule pharmaceutique arrive, les vieux médecins, ils attendent. Ils se donnent du temps. La société nous précipite pour tout. Le réflexe du médecin généraliste qui a un peu de bouteille, c'est halte là. On se pose. On se pose. Alors peut-être, mais moi je parle pour ma génération. Voilà. Donc, on n'est pas réfractaire, mais manipuler ces outils dans le cadre du quotidien, il nous faut un maintenancier, il nous faut un truc. Tout de suite, quand on complexifie notre environnement, il faut le maîtriser après. Hein. Ça viendra. Mais d'accord, mais on vous attend. Cela étant, la formation pharmaceutique sur les réseaux, elle passe très mal, parce que je pense qu'aujourd'hui, les médecins qui sont sur Internet et qui sont des médecins qui sont habitués à l'Internet, ils ont une prévention importante vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Hein. Je pense que quand on arrive sur les réseaux, tous ceux qu'on a vus là-haut, etc., tous ceux qui tweetent, ils sont plutôt prescrire qu'un industrie pharmaceutique. Oui, enfin moi je ne suis pas convaincu pour ce fonctionnement-là. Par contre, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, et
partage. Car effectivement, en matière de choses que je découvre, je suis responsable de recherche, de présentation, je fais beaucoup de présentations, et une présentation, certaines j'ai mis un mois à les faire, elles sont dans mon ordinateur, personne ne les a jamais vues. Ou une fois, pendant 10 minutes, dans un congrès où il y avait 15 personnes ou 100 personnes. Et moi j'apprends aujourd'hui que il y a des systèmes de collaboration rédactionnelle qui m'intéressent beaucoup plus que cette espèce de soupe là qu'on voit défiler devant nous auquel on ne comprend rien, avec des gens qui ne parlent pas français et pas très attractifs. Ils sont pas de ton niveau. Je te le dis comme je le sens. Dans le web 2.0, vous avez 15 ou 20, et c'est à chaque médecin de faire son marché. Et de se dire, ça correspond à mes besoins, ça correspond à mes besoins, ça sûrement pas, ça sûrement pas. Je crois qu'effectivement, il faut faire le but. Et si vous avez très envie, effectivement, de mettre vos présentations quelque part et de travailler dans un outil, c'est une très bonne idée. Vous allez utiliser des outils web 2.0 et ça va vous servir. Et ça va correspondre à vos attentes. C'est très bien. Merci à tous. Malheureusement, on a manqué du temps. Et certains de mes collègues étaient peu enthousiastes à l'idée de lancer cet atelier. J'étais persuadée que c'était évident. Là, il a été. Merci à vous. On ne s'attendait pas à toutes les questions, mais au moins à lancer le débat. Peut-être que qu'en rentrant, vous créerez un computer et supprimerez le CRT et